Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour à tous, bienvenue dans l'affaire, une heure pour parler de l'actualité judiciaire, une heure en partenariat avec la revue Affaires criminelles, une heure donc en compagnie de Victor Lefebvre, bonjour son Stéphane rédacteur Simon. en chef, bonjour, et Jade Serrano, journaliste spécialiste d'investigation. Mais oui, bonjour Stéphane Simon. Alors nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Alain Bauer, auteur du livre La conquête de l'Ouest, qui est devant moi, chez Fayard, sorti chez Fayard, un éditeur intéressant. Ensemble, nous allons parler de migration, d'immigration, mais aussi de démographie. Les deux questions sont intimement liées, on va y venir. Et nous allons profiter aussi de votre présence, cher Alain Bauer, pour parler d'insécurité et de l'ensauvagement de notre société. Je l'ai dit, votre livre s'appelle La conquête de l'Ouest, mais il aurait pu s'appeler Une brève histoire de l'émigration. Vous confirmez. C'est un livre très érudit, très documenté, mais qui est facile à lire et qui nous transporte à travers le temps et l'espace afin de mieux comprendre ce qu'est l'essence profonde de la migration. Vous écrivez « L'humain s'est toujours déplacé, volontairement, mu par sa curiosité, poussé par les climats, la faim ou les raids guerriers, ou encore enlevé. Quelle que soit la période de l'histoire, considérés mouvements, centrifuges et centripètes se sont succédés ou entremêlés. L'Ek-Leka va vers toi dans les textes de la Genèse, c'est ainsi que vous commencez le livre. Il y a une double injonction là pour l'homme d'aller vers l'horizon des possibles, mais aussi revenir à la sécurité du nécessaire. C'est bien cela ? Vous êtes parfaitement à jour. Très excellente lecture de l'introduction. Merci. Bon. Alors, rentrons dans le sujet. La loi la plus naturelle, c'est le mouvement, c'est le déploiement de l'espace dans le temps, et c'est le déploiement du temps dans l'espace, et c'est la loi de notre nature. Détaillez-nous cela un petit peu, s'il vous plaît. En fait, quand vous regardez l'histoire de l'humanité, elle est assez simple. Vous avez... pour ceux qui y croient, la création, pour ceux qui n'y croient pas, l'évolution. Mais à la fin, vous avez des humains qui ont besoin de vivre et de survivre, de se regrouper, de se reproduire. Et pour ce faire, ils cherchent à la fois à trouver de la nourriture, à fuir des animaux ou d'autres humains plus violents ou plus déterminés qu'eux, et autour de la préservation contre les intempéries, d'aller dans les cavernes dans un premier temps, puis vers la sédentarisation. Et on se rend compte qu'au fil de l'histoire, sur les faits qui ne se discutent pas, ce ne sont pas des postures, ce ne sont pas des affirmations péremptoires, on n'est pas dans une recréation. J'ai voulu retrouver ou réconcilier ce qu'est la partie du roman national, où on se raconte des histoires mais qui n'est que de la fiction, et le récit national, où on retrouve, je dirais plutôt l'école dite des annales, les textes, les fondamentaux, ce qui s'est écrit, ce qui s'est appliqué, et pas une recréation permanente d'une histoire qui nous fait plaisir. Ce qu'on appelle chez moi, quand j'enseigne à l'école de guerre, un biais cognitif. On croit toujours ce qui va dans le sens de ce qu'on croit, et on élimine immédiatement ce qui est dissident, contraire. Bon. Moi, j'ai voulu refaire le livre que je ne trouvais pas sur l'histoire des migrations. J'écris toujours les livres que je ne trouve pas. Je n'ai pas besoin de réécrire un livre qui existe déjà. Il m'arrive d'écrire des livres sur des affaires criminelles, comme mes deux collègues ici présents, mais sur le fond, quand je le fais, c'est pédagogique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les acteurs de l'affaire, comment ça s'est produit. C'est la même chose en matière de guerre, avec Au commencement était la guerre, de crime, avec Tu ne tueras point, et cette fois-ci sur l'immigration, parce que je voulais sortir de cette espèce de folie totale sur nous pourrions vivre sans aucun immigré, ce qui éliminerait une partie importante de la population résidente. Oui, non, immigration zéro, y compris dénationalisation, remigration où il faudrait ouvrir les portes à tout vent, comme si ceci n'avait pas de conséquences. Et ces deux folies, ces deux postures qui d'ailleurs ces jours derniers au Parlement ont montré les limites de l'exercice entre hurlement et gestion de décibels sans contenu, me posaient problème. Donc plutôt que de participer moi-même à la cacophonie ambiante, j'ai voulu plutôt me lancer dans une opération. De quoi parle-t-on? D'où ça part? Comment ça a évolué? Et quelles sont des options possibles
pour résoudre les problèmes qui sont face à nous. Et vous avez raison, en alliant systématiquement la question démographique avec la question migratoire, car le fait de les traiter séparément l'une de l'autre amène à ne rien comprendre à rien sur aucune d'entre elles. Alors au commencement, on peut se pencher sur les textes originaux de la religion juive, mais on peut aussi de toute la religion. D'ailleurs, elles racontent tout un mouvement. Absolument. Mais on peut aussi considérer que la première migration, ça a été simplement Homo sapiens qui quitte l'Afrique et qui va vers la région qui n'est pas... Et d'ailleurs, je mets dedans les dernières études sur des origines encore plus lointaines de l'humanité, de gens venant d'encore plus loin, avec des origines encore plus complexes, qu'il s'agisse des nouvelles migrations asiatiques ou des nouvelles migrations africaines. En plus, on imagine une terre qui n'aurait géographiquement pas bougé. Or, il se trouve qu'il y a des éléments qui ont gelé et des éléments qui ont dégelé. Les problématiques climatiques datent pas de la semaine dernière. Donc, on voit bien arriver des routes de migration, alors essentiellement pédestres, mais qui deviennent à un moment maritimes. Et ceci modifie aussi l'histoire du mouvement. Et donc, on sent bien qu'il y a des carrefours. Et souvent, pour essayer d'expliquer les choses, je m'arrête à la Gaule. C'est d'ailleurs la seule carte vraiment que je mets, la carte des tribus gauloises. Parce qu'on s'invente tous une histoire, nos ancêtres les Gaulois. Mais j'essaye de démontrer aux lecteurs ce qui pouvait être commun, et je n'ai pas trouvé, entre des Celtes bretons, des Goths, Visigoths, Ostrogoths, Alsaciens, des Basques, dont la particularité linguistique avec le finnois est inédite dans l'ensemble des langues indo-européennes, ou des Corses. Rien. Ni la langue, ni la culture, ni les racines, ni les religions, avec polythéistes pour la plupart. Rien. Nous sommes tous français autour de cette table et nous portons le nom de nos envahisseurs quand même, les Francs, dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent, puisque eux-mêmes ne savent pas expliquer d'où on a des idées. Bon, on a été occupé par les Normands, la moitié du territoire, les Anglais, l'autre moitié du territoire, les Arabes, pas seulement jusqu'à Poitiers, mais des dizaines d'années plus tard, ils occupaient encore Narbonne et les alentours. Charlemagne signe un accord de coopération diplomatique avec nos occupants berbéro-musulmans. Et donc, on a ces parcours divers. Et en fait, je me suis demandé à quel moment la France était devenue la France. Et en fait, il faut attendre Philippe II, dit Auguste, mais parce qu'il était né au mois d'août, c'est pas chercher autre chose, qui devient tout d'un coup, le matin, roi des Francs, et qui l'après-midi signe le premier édit, roi de France. Ce jour-là, la France existe. Mais il n'y a toujours pas de nationaux. Jusqu'à Napoléon, nous sommes des régnicoles. Des sujets du roi, quel que soit le lieu de naissance, notre origine, accessoirement notre religion, malgré les difficultés qu'on a connues, notamment entre protestants et catholiques, cathares et autres, mais nous sommes des sujets du roi, point. La question ne se pose pas de la nationalité, la question de la citoyenneté est émergente, et même sous la Révolution, quand la question se pose d'avoir des citoyens français, c'est ceux qui soutiennent la Révolution sont des citoyens français et les autres vont être des émigrés parce qu'ils ne respectent pas le sens de la Révolution. Nous cherchons toujours à qualifier ce que c'est qu'un génocide. C'est très à la mode cette fois. Enfin, le premier, c'est comme un génocide entre nous à la Saint-Barthélemy. On tue essentiellement des protestants parce qu'ils sont protestants. Avant, on a eu les cathares qu'on tue parce qu'ils sont cathares. Donc, on a des mouvements qui n'ont rien à voir avec l'origine ou la religion, la culture mais simplement un attachement territorial sous une autorité particulière à un moment donné. Il faut attendre 1315 pour que la question de l'abolition du servage et donc du fait que tous les citoyens présents sur le territoire étaient des francs et donc libres de droit s'applique. 1315, 1789, 1800, 1889 pour la nationalité française, droit du sol et droit du sang mêlés. Donc nous avons un roman que nous nous sommes inventés sous la Troisième République pour nous réunifier après des conditions difficiles, y compris les problèmes de séparation des églises et de l'État, de guérilla interne, d'affirmation de la République. Tout le monde croit à ce roman et du coup tout le monde a zappé le récit. Alors je propose de retrouver le récit et c'est la partie qui explique la France carrefour des migrations. Et dans ce récit, vous vous expliquez bien que les migrations c'est un jeu de force entre, là on replonge dans les Écritures, Caïn le cultivateur contre Abel l'éleveur. Et avec eux, les sédentaires se fortifient contre les nomades et les nomades s'efforcent de se frayer un passage parmi les terres des sédentaires. Oui, exactement. Les mouvements, en fait, sont toujours extrêmement complexes. Il y a ceux qui veulent découvrir, des touristes. Mais alors, il y a ceux qui veulent conquérir,
des conquérants, il y a ceux qui veulent fuir, des réfugiés, et puis vous avez des mouvements extrêmement composites, notamment comme vous l'indiquez, et qui passent aussi par l'héritage, le partage des terres, les rassemblements, car la France, elle évolue beaucoup géographiquement. Ces émigrés ne sont pas toujours volontaires. Quand nous étendons le territoire, nous récupérons des populations. Nous récupérons des populations flamandes, nous récupérons des populations dans le sud-ouest, nous récupérons des populations qui sont la propriété du roi d'Angleterre. Nous avons, pour ceux qui veulent le revoir, et c'est formidable, les épisodes des rois maudits, qui vont faire une culture historique qui me paraît beaucoup plus facile à récupérer que de lire 3000 pages de texte. Donc on se rend bien compte que l'expansion de nos territoires, le comté de Nice n'arrive qu'au 19e siècle. Nous avons deux phénomènes historiques, deux colonies de peuplement dans l'histoire de la France, et deux seulement, l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie. Et nous faisons les mêmes erreurs dans les mêmes conditions, avec les mêmes effets déflagratoires, dans les deux, avec juste mais alors on comprend en lisant votre livre, centaines d'années d'écart. On comprend parfaitement en lisant votre livre que l'homme est fait pour aller et transformer le monde finalement. Depuis son origine, il n'a passé son temps qu'à aller un peu plus loin toujours. Et revenir. Aller et revenir, c'est ça. C'est ça, c'est son destin. Aller et revenir. Avec le secret espoir de revenir quand on est parti involontairement, l'idée de revenir avec ses enfants quand on va leur montrer d'où on vient. Et d'ailleurs, tout le débat français qui passe de la crise de l'assimilation à la pseudo-situation du vivre ensemble est né de là. Nous partons d'un principe qui est toujours dans le Code civil. Pour être français, il faut être assimilé. Et donc l'idée générale de l'assimilation, c'est tu oublies tout pour devenir français. Tu oublies tout. Sauf que les premiers qui ont critiqué, qui se sont rebellés, qui se sont révoltés, ce sont pas les immigrés algériens, tunisiens, marocains, non. C'est les Bretons, les Basques, les Corses et les Alsaciens. Les Alsaciens qui avaient un statut un peu particulier, mais les trois autres. Moi, je me rappelle avoir préparé un déplacement de Michel Rocard à la Cour de sûreté de l'État pour défendre des militants bretons qui voulaient enseigner en breton, ouvrir des écoles en breton et qui ne voulaient pas quitter la France. Ils voulaient juste qu'on se rappelle qu'ils avaient des racines et des origines. Cour de sûreté de l'État. Comme s'ils avaient, je parle pas de ceux qui commettaient des attentats, je parle de ceux qui étaient des militants culturels. On voit bien d'où on part. Et qu'en faisant ça, l'État a cessé d'assimiler. Alors, il se trouve qu'en France, et c'est très particulier, l'État a créé la nation. C'est le seul pays qui est un État-nation. Toutes les autres sont des nations-États, en général décentralisées, fédéralisées, ayant des souplesses générales de proximité. Nous, on ne les a pas. Mais l'État est passé de l'assimilation à rien. Et il a emballé ce rien dans Vivre ensemble par une lecture tout à fait hallucinante de Renan. C'est une lecture à moitié. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'on fait du en même temps. En France, nous, on fait surtout du entre-deux. Voilà. Alors, dans un instant, on va parler de démographie, parce qu'évidemment, la question de la démographie, elle est tout à fait centrale dans les problématiques de migration. On l'associe souvent, les problématiques de migration, avec des problèmes de sécurité. Maintenant, vous nous donnerez votre avis aussi sur cette question. Et puis, on se posera la question de savoir quel avenir pour un pays qui ne fait plus d'enfants, donc qui ferme ses frontières. L'affaire dans l'affaire revient tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire, votre rendez-vous du samedi midi sur Sud Radio. 1 heure en compagnie de Victor Lefebvre, rédacteur en chef de la revue Affaires criminelles, notre partenaire. Jade Serrano est également avec nous, journaliste d'investigation qu'on est ravi d'accueillir toutes les semaines. Et puis notre invité du jour, c'est Alain Bauer, auteur du livre La conquête de l'Ouest, qui est paru chez Fayard, La vérité sur les migrations. Vous avez compris, aujourd'hui on parle de migration, d'immigration, de cette naturelle inclinaison, on vient de le voir, de l'homme à partir ailleurs et s'enraciner dans un autre chez lui. Alors, comment parler de gestion de l'immigration si on ne parle pas de démographie, Alain Bauer? C'est ce que vous expliquez bien, c'est qu'on ne peut pas parler d'immigration sans se pencher sur le problème de la démographie. S'il y a une démographie insuffisante, eh bien, il y a vase communicant, entre guillemets. C'est surtout nous qui allons chercher des bras pour nos armées et nos industries, pour cultiver. En fait, l'histoire de la France et son expansion géographique au rythme de ses conquêtes territoriales, on ne demande rien à personne.
on récupère de nouvelles populations, et comme on est dans une logique où il n'y a ni nationalité ni citoyenneté, il n'y a pas de question de droit de vote et d'autres liens, tout le monde paye l'impôt, au moins ça c'est facile, mais on est des régnicoles, on est des sujets du roi, point. Si le roi change de religion, on est censé en changer aussi. Bon, évidemment, comme ça marche pas toujours très bien, de temps en temps, on est obligé de faire des petits accommodements, l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes. On accueille les juifs et les arabes, on les jette. Enfin, on a ces problématiques, voilà, mais qui sont des problématiques d'autorité du pouvoir monarchique. Et puis à un moment, la question va être 14-18. Nous allons perdre très exactement en démographie, tout compris, 3 millions de citoyens, essentiellement des hommes, essentiellement jeunes. Ce trou démographique-là, que la France ne va jamais réussir à combler véritablement, alors qu'elle est jusque-là quasiment la première puissance démographique d'Europe. Elle est à peu près la moitié de la population européenne. En dehors de son côté purement carrefour, c'est-à-dire géographiquement au cœur de toutes les routes possibles du sud vers le nord. Mais à ce moment-là, qu'est-il décidé? Il est décidé d'aller trouver des gens ailleurs, et nous mettons en place un Dyson de l'immigration où nous attirons, familles comprises, payées, logées, installées, des Italiens, des Espagnols et des Portugais. Et des Polonais. Et c'est toujours le moment qui est intéressant. Si vous relisez la presse des années 1920, vous découvrez, et je prie par avance tous les journalistes qui m'écoutent de bien vouloir me pardonner, que les journalistes n'ont aucune imagination. Car ce qui est dit aujourd'hui des Maghrébins, des Africains et des autres sur ils volent nos emplois, ils violent nos femmes et ils tuent nos enfants, et on disait la même chose des Polonais blonds aux yeux bleus catholiques et des Italiens et des Espagnols bruns aux yeux bruns catholiques. Alors ça, c'est quelque chose qu'évidemment... Toute la presse quotidienne régionale. Oui, tout à fait. Mais alors, et nationale. Sauf une seule catégorie de population échappe à la vindicte populaire, nul ne sait pourquoi, les Portugais. Ah oui. D'accord. Qui pourtant sont regroupés, communautarisés, très fiers de leurs origines, continuant d'ailleurs encore aujourd'hui à avoir des clubs, mais eux échappent à la vindicte populaire. Par contre, même les Italiens, vous avez un pogrom anti-italien à Aigues-Mortes, par exemple. Vous avez des phénomènes de rejet terribles, alors que la France fait tout ce qu'elle peut pour payer les travailleurs pour venir, avec leurs familles et leurs enfants, repeupler ce qui vient d'être détruit. Alors, donc cette histoire-là est ancienne. Elle est ancienne, et pourtant on objecte souvent que à l'époque cette immigration, elle était catholique ou au moins chrétienne, et qu'elle n'avait pas exactement la même capacité à s'intégrer. Vos collègues de l'époque pensaient pas vraiment la même chose. Et dans le nord de la France, ce qui est encore plus impressionnant, je veux dire, le rejet des populations polonaises est d'une brutalité et d'une violence verbale et physique parfois extrêmement forte. En fait, l'idée que la submersion avait commencé, elle commence dès qu'on attire des gens pour venir, et c'est l'État qui en a besoin, l'industrie, l'économie, l'agriculture. Tout ceci est fait parce qu'il n'y a plus personne pour travailler, et ce qui permet par ailleurs, pour la première fois, l'apparition des femmes dans les usines ou en tant que chef d'exploitation. Donc c'est un effet d'émancipation involontaire, personne n'y a pensé, mais parce qu'il fallait bien que quelqu'un fasse le travail. Et donc tout ce processus-là, il date d'il y a de l'après-Première Guerre mondiale. Ensuite, il y a un phénomène évidemment de réorganisation démographique, et on arrive à la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est encore 1 million de pertes. Et qui nous sauve entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale? Les tirailleurs sénégalais, les forces venues de l'Empire colonial, et en 1920-21, le maréchal Lyautey, pas le dernier des nationalistes français bien connus, humaniste par ailleurs, dit que le moment est venu de rendre hommage aux soldats musulmans morts pour la France en créant la Société des Abou et Lieusaint de l'Islam, grande mosquée de Paris, avec souscription nationale, et pour la première fois depuis 1905, loi de séparation des églises et États, une subvention votée par la Chambre des députés à l'unanimité, sous l'autorité d'Édouard Herriot, maire de Lyon, qui n'était pas connu pour son catholicisme militant. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que la démographie française flanche comme ça après la Première Guerre, et puis accélérer surtout après la Deuxième Guerre mondiale? Alors elle flanche pas. Elle se reconstruit, mais avec... oui, mais on fait moins d'enfants, malgré tout. Ah non, on en fait énormément. Nous sommes la première puissance démographique d'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à il y a moins de 10 ans. L'effondrement
il date de ces 10 dernières années, avec cette année 1,62, alors que le taux de renouvellement est à 2,10. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un effondrement? En fait, il y a un double effondrement. D'abord, est-ce que c'est parce qu'on a abandonné la politique nataliste, par exemple, les encouragements sous toutes ces formes? Alors les politiques natalistes ne marchent jamais, mais les politiques de soutien à la fécondité marchent. On ne force pas les femmes à avoir des enfants, on ne force pas les familles à avoir des enfants. On peut encourager. Oui, mais par exemple, en France, on n'encourage qu'à partir du deuxième enfant et pas au premier, alors que une partie du problème aujourd'hui, c'est 0 enfant. Deuxièmement, parce que tout ça coûte de plus en plus cher et pose de plus en plus de problèmes, que l'émancipation des femmes par le travail nécessite qu'on traite de l'égalité du traitement des enfants par le couple, qu'on peut pas à la fois expliquer qu'il faut plus d'enfants et mettre des restrictions invraisemblables à tout ce qui est l'aide à la procréation au nom de la culture soi-disant catholique du pays. Bref, on a des tas d'injonctions contradictoires qui fait que quand on ne traite pas de l'immigration et de la démographie, donc de la fécondité, eh ben on traite de rien du tout et on est dans 3 lignes de nage qui à la fin se terminent dans le mur. Donc c'est une partie de notre problème. Mais on avait résolu cette question. Mais seulement jusqu'à on va dire dans les années 2000-2010, on avait un taux de fécondité, un taux de renouvellement de génération. On était les meilleurs d'Europe sur ces questions, même d'Occident, parce que nos amis américains, russes, ils vont pas mieux. Les Chinois sont en pleine déroute en matière de fécondité. Donc c'est un sujet général qu'il faut quand même traiter, mais nous avons décidé à un moment ou à un autre, non seulement de ne pas le traiter, c'est un peu comme la question migratoire, passer de l'assimilation à rien. Là, on est passé à il faut massivement recréer des bras, etc. En fait, c'est pas un problème dont on va s'occuper. Enfin, nous avions une fécondité forte des vagues d'immigration précédentes. Italiens, portugais, espagnols, polonais, algériens, marocains, tunisiens dans les années 60-70, au moment des indépendances, quand nous les attirons à nouveau, en leur disant venez, 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 parce qu'on a besoin de bras, c'est les 30 glorieuses, etc. Et puis à un moment, eh bien même eux, leur fécondité va commencer à baisser, car l'idée du grand remplacement, en fait, pour l'instant, c'est plutôt un problème de grand remplissement. C'est-à-dire que même la fécondité des vagues issues de l'immigration précédente baisse tendanciellement. Elle tente à se mettre au niveau du niveau de fécondité des, entre guillemets, Français de souche. Alors, je déteste ce mot, parce que j'ai l'impression que la souche, c'est un arbre mort, on va dire, de racines. Et vous avez eu les modes de calcul, père français, père pas français, mère française, père pas français, né en France, pas né en France. On a des tas d'éléments qui permettent avec trajectoire et origine de savoir mais tous les taux de fécondité baissent. D'accord. Est-ce que le discours, écologiste qui consiste, cette espèce d'éco-anxiété qui consiste à dire que les Occidentaux n'ont plus besoin de faire des enfants car l'activité humaine pèse sur le bilan carbone de la planète et puis il y a tellement d'enfants à nourrir sur Terre et qu'il suffit donc finalement de les adopter plutôt que de les faire. Est-ce que c'est pas ce discours est pas un sommet de déclinisme et en tout cas un danger sur tout simplement une bonne santé démographique ou avec un taux de renouvellement de 2,1, vous disiez? Vous savez, c'est un débat qui existe depuis la croissance zéro et le Club de Rome. On s'est rendu compte que c'était plus de l'écolatrie que de l'écologie. Et donc, moi, je respecte beaucoup les croyants, mais mon sujet n'est pas les cultes. Vous vouliez poser une question? Oui. C'est sur l'adoption de la loi bioéthique, justement. Est-ce que ça pourrait pas participer au réarmement démographique de la France? Je ne crois pas que la loi puisse fixer la volonté des femmes et des hommes, des couples, quelle que soit leur nature. En tout cas la possibilité. Oui, mais je crois qu'il faut faciliter la capacité à la procréation volontaire, pas au nom du politique nataliste, mais par l'envie d'avoir des enfants, la joie d'avoir des enfants pour ceux qui en ont, la capacité à le traiter. C'est pas un sujet seulement économique, mais la plupart de ceux qui défendent aujourd'hui l'envie, le besoin, la nécessité de préserver ce qu'est une nation qui est la nôtre devraient se poser d'abord la question démographique, accessoirement la question économique, parce que les premiers opposants aux lois de restriction aux immigrations, c'est le MEDEF ou le CNPF hier, et il y a des raisons, ils font pas ça juste pour le plaisir. Donc ces enjeux-là, ils sont là. Mais vous
vous avez raison. Les textes bioéthiques et la facilitation de pouvoir faire des enfants sont des sujets importants. À part ça, après, il y a des sujets moraux sur lesquels qui sont de notre nature, notamment sur la GPA, qui pose un autre type de problème dans la relation à la capacité à faire des enfants. Rien à voir avec la PMA, du coup. Alors, non, la PMA, dans un instant, on va se demander comment techniquement on peut rétablir des frontières pour gérer mieux les flux migratoires, s'il faut vraiment le faire. Et puis on va se demander si la justice est toujours à la hauteur des attentes des citoyens. C'est tout de suite avec notre invité sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans votre émission du samedi midi sur Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, en partenariat avec la revue trimestrielle Affaires criminelles, dont nous avons la chance d'accueillir le rédacteur en chef, Victor Lefebvre. Rebonjour Stéphane. Rebonjour. Jade Serrano est avec nous, journaliste, spécialiste d'investigation. Bonjour. Et nous accueillons aujourd'hui Alain Bauer, auteur du livre La conquête de l'Ouest, paru aux éditions Fayard, un livre qui nous raconte les migrations à travers le temps, à travers l'espace aussi, puisque c'est une somme tout à fait considérable sur le sujet. Alors donc, vous l'avez compris, on parle aujourd'hui migration, immigration. Est-ce que l'on pourrait pas penser l'actualité du problème, ou on va dire l'actualité du sujet, de façon plus technique? Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce qu'on ne devrait déjà pas comprendre et dire qu'il n'existe pas une immigration, mais des immigrations, plutôt que d'essayer de faire des mots valises comme ça dans lesquels on cache des vérités et du réel très très différents, et que toutes ces immigrations ne se valent pas nécessairement, sans vouloir établir on va dire de hiérarchie, en tout cas que ces immigrations sont différentes les unes les autres. Est-ce que ce serait pas déjà une bonne chose de faire bien le distinguo entre les immigrations et pas parler toute la journée d'immigration? Ah oui, mais le langage politique est fait d'incantations, d'imprécations et de lamentations, et il faut faire simple en moins de 300 mots et de 30 secondes, ou en version TikTok. Donc évidemment, ça laisse assez peu de place à la complexité. Vous voyez ce que je viens de faire là en une phrase, c'est un tunnel à la télévision. Ouais. Voilà, si je n'étais pas avec vous... Là, vous auriez moins de temps. Oui, bien non, sûr, mais je veux dire, il y a une différence entre être chez vous, assis dans l'air, ou au bout de l'enquête, où le temps permet d'expliquer les choses, et aller dans n'importe quel talk show où le principe est un concours de décibels durant lequel personne ne finit une phrase et dont seul l'animateur est le héros à la fin, ayant réussi à tenir le concours et à faire suffisamment de clash pour que ça attire de l'audience. Donc, c'est difficile. Mais vous avez raison. Il n'y a pas d'ailleurs d'immigration ou d'expatriation. Il y a des mouvements migratoires composites et complexes. On est ravis d'avoir 100 millions de touristes. C'est quoi? Ils viennent d'où? C'est ça. Ils sont pas de la maison. On n'est pas du tout ravis d'avoir 400 000, 500 000 clandestins. Enfin, on sait pas bien d'ailleurs. Dans les clandestins, on ne sait pas la proportion qui ne fait que passer pour aller en Angleterre, très importante, et qu'on refoule. On les garde malgré eux. La proportion de ceux qui viennent, mais parce que ce sont par exemple d'anciens citoyens français ou descendants de citoyens français, des Algériens. Ceux qui viennent pour étudier, qu'on a commencé par expulser dans les années 80 en supprimant une capacité d'influence de la France sur les générations futures, que les Américains ont tous récupéré en disant mais venez donc chez nous faire des études, c'est plus sympa de faire des études. Donc là on est en train de récupérer. On est content d'avoir les médecins étrangers qui permettent que nos services d'urgence ne ferment pas tous ou ne finissent pas tous dans le garage de l'hôpital, et qui sont en train de partir parce qu'on les traite mal, on les reconnaît pas bien, on les paye mal, alors qu'ils sont accueillis à bras ouverts et à double salaire en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas et ailleurs. Donc en fait on est plein d'injonctions contradictoires. Mais vous avez raison. Le principe de complexité, c'est de traiter de cette question en disant qu'est-ce qu'on veut. Voilà. Et alors justement, est-ce qu'il ne serait pas aussi temps de traiter la question, la régulation migratoire, de façon technique et pas idéologique? Si on pouvait sortir de la pensée binaire, c'est-à-dire l'immigration, c'est soit une chance pour la France, soit c'est une malédiction pour la France, est-ce qu'on ne serait pas mieux armé déjà pour penser et agir sur la question? Déjà, si on appliquait quelque chose qui ne soit pas l'assimilation qui rompt avec les racines, ça ne marche pas, y compris pour les populations qui sont constitutives de la France éternelle. On parlait des Bretons tout à l'heure. Voilà. Et rien. Parce que le rien, c'est vivre ensemble. Nul ne sait ce que ça veut dire. C'est joli. Ernest Renan le cite, mais dans une phrase un peu plus structurée que vivre ensemble, qui dit il faut oublier un peu et apprendre beaucoup.
oublier un peu, c'est pas tout oublier. Apprendre beaucoup, c'est apprendre beaucoup. Donc c'est faire nation. Et pour faire nation, il faut une politique d'intégration. La politique d'intégration, c'est pas comme en Allemagne multiculti, où tout se vaut par ailleurs et on essaye que tout ce petit monde arrive à se rencontrer sans drame. D'ailleurs, quand Madame Merkel, elle accueille 1 million de migrants, elle le fait pour sauver sa démographie. Elle le dit, elle le cache pas. Hein, c'est pas un secret d'État. Elle le fait pas par amour pour tous ces pauvres airs qui quittent des États en plein désordre, en plein désastre et qui fuient leur pays et qui aimeraient d'ailleurs pour une partie bien y retourner. Non, la question, elle est démographique. Ouais. Il lui faut 1 million de bras et de jeunes pour sauver la démographie allemande. Elle assume. Mais qui ici assume quoi que ce soit? C'est ça le problème. C'est la difficulté de notre système politique. Il y a une sorte de lucidité parce qu'en privé, ils sont quand même beaucoup plus lucides qu'on ne le croit. Mais en public, ils sont d'une lâcheté invraisemblable. Alors dans votre livre, page 182, vous citez Régis Debray, qui conclut avec sagesse, dites-vous, toute frontière, comme le médicament, est un médicament qui remet du poison et Pardon, je me suis un peu embrouillé. Oui. Toute frontière, comme le médicament, peut remettre du poison et est donc affaire de dosage. Exactement. Voilà. Alors justement, j'ai envie de vous poser... La gestion de la frontière, ça a toujours été une affaire pour l'État de régulation. On attirait des populations dont on avait besoin, on s'étendait en gagnant des territoires qu'on venait de conquérir, on se réduisait parce que la France de l'Empire napoléonien n'est pas exactement la France de Charles de Gaulle et encore moins celle d'après les indépendances africaines, parce que je rappelle que nous perdons quand même un département, l'Algérie, un département français. Donc on est dans des considérations particulières. Mais si vous retrouvez, vous avez beaucoup mieux, page 275, un jeune député poujadiste en 1958 à l'Assemblée nationale qui fait une ode invraisemblable aux besoins que nous avons de garder l'Algérie, ces jeunes musulmans qui sont l'avenir, le rayonnement et la puissance de la France. Certains Jean-Marie Le Pen. Qui est décédé il y a fort peu. Oui, non mais c'est pour vous dire que, curieusement, il a été dans notre histoire des logiques cohérentes de politique visant à dire ce qu'était l'essence même d'une nation française élargie. On veut réguler l'immigration, mais on a tout à fait raison de le faire. Julien Drey, député socialiste il y a 30 ans, proposait l'immigration choisie et les quotas. C'était quand même la proposition la moins idiote qu'on ait eue jusqu'à présent. Personne n'a embrayé. Et un homme de gauche. Personne n'a embrayé parce que pour la gauche, c'était un traître de droite et pour la droite, il venait de la gauche. Mais en fait, les gens qui ont des idées à peu près raisonnables sur ces questions, y compris des gens qui étudient les processus familiaux de natalité, Todd par exemple, qui dit des choses très justes. Parfois, on est un peu désarçonné, mais sur ces questions-là, il n'y a aucun doute sur la qualité de sa réflexion sur la nature des structures familiales. Pourquoi personne ne lit ce qu'il écrit? Ce qui n'est pas quand même très compliqué. Nous n'avons pas le même mode organisationnel, ni étatique, ni familial que les autres, mais à la fin de la fin, qui paye les retraites? Absolument. Alors, on aimerait savoir, au final, si vous faites partie de ceux qui appellent à rétablir les frontières. Vous êtes un sachant, vous êtes un technicien de la question, on peut dire. Est-ce que, finalement, vous êtes dans ce débat, vous avez pris votre parti? Alors, une frontière, c'est pas fait pour fermer, c'est fait pour permettre d'entrer et permettre de sortir. Absolument, c'est fait pour filtrer, on va dire. Il y a des portes, ce que rappelle très bien Régis Debray, d'ailleurs. Donc, je ne sais pas, moi, en sortant de chez vous ce matin, vous avez une porte que vous avez fermée? Vous l'avez pas laissée ouverte? Si, bien sûr. Voilà. Pourtant, est-ce que vous interdisez les gens d'entrer chez vous? Non. Non, mais vous décidez que votre hospitalité, c'est d'ouvrir aux gens que vous invitez, qui eux-mêmes obéissent à un certain nombre de règles, qui ne sont pas des squatteurs, et en contrepartie, peut-être même vous inviteront-ils chez eux. Donc, la France, elle a un besoin. Les Anglais viennent de dire que eux-mêmes avaient besoin, dans les 10 années qui viennent, de 3,5 millions de migrants supplémentaires, économiques, industriels, etc. Est-ce qu'il faut les trier? Est-ce qu'il faut les faire? Ils ont un empire colonial, et d'ailleurs une partie importante de ceux qui passent par chez nous, Afghans et autres, en fait ils veulent aller en Angleterre, ils veulent pas rester chez nous. C'est pas notre histoire, l'Afghanistan. Et pourtant, nous sommes dans l'incapacité de traiter intelligemment cette question, donc tout le monde est hypocrite. Donald Trump dit qu'il veut virer 13 millions de clandestins. 11 millions de ces 13 millions ont un travail et font vivre l'essentiel de l'activité économique de base de la première ligne américaine. Lui-même sait qu'il ne verra pas. D'ailleurs, qui sont les premiers qui ont dit « Ah non, 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 la tech
dont M. Musk a dit oui, non mais attendez, on va quand même laisser l'ouverture parce que il faut importer les cerveaux pour faire vivre notre domination sur la tech. Tout le monde est hypocrite dans cette affaire, mais on pourrait avoir un traitement, vous avez raison de le dire, intelligent sur, attendez, d'abord de quoi a-t-on besoin démographiquement et industriellement, économiquement. 2, comment on fait pour trier ce dont on a besoin par rapport au reste. Et 3, dans quelles conditions est-ce que ça se fait? Du coup, vous avez une frontière qui est un outil de régulation et pas un outil d'enfermement. Victor Lefebvre. Oui, Alain, je vais vous poser une question rapidement sur la question du basculement. Enfin, on parlait de démographie tout à l'heure. On sait que la population européenne aujourd'hui progresse davantage à raison du solde migratoire que du solde naturel. Quel terme... Sauf en France encore. Sauf pour cette année, peut-être l'année prochaine. Après... Ouais. Et donc c'est Patrick Stefanini qui le dit notamment. Quel est le terme que vous employez justement pour qualifier ça? Est-ce que le terme de basculement démographique est abusif? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas par rapport à quoi on le calcule. Est-ce que j'ai un problème à savoir ce que c'est qu'un Français de souche? Non, je veux dire, enfin, par rapport à la population européenne en général. Donc, non, mais j'ai bien compris. Mais dans la population européenne, ce qui permettait le solde migratoire positif jusqu'à présent, c'était les enfants d'immigrés avec une situation de mariage mixte qui est inédite en Europe, puisque nous sommes le pays qui a 2 à 3 fois plus de mariages mixtes que les autres, à cause de notre histoire. Donc je sais pas bien. Mon problème à moi, c'est... Qu'est-ce qui fait un Français qui a des valeurs de Français au sens de ce que Napoléon disait, mélangeant, je le rappelle, mélangeant le droit du sol et le droit du sang? Une décision très complexe qui date de 1315 où on commence à expliquer qu'en fait sur le territoire tout le monde est là, 1500 et des cacahuètes, le Parlement décide que les descendants d'étrangers peuvent hériter en France et les descendants de Français nés à l'étranger peuvent être reconnus comme des héritiers, parce que l'héritage c'est toujours un sujet important dans la vie, il faut pas croire, etc. On sent bien que nous avons évolué avec des espèces d'adaptations permanentes. Moi, si les nouveaux descendants de gens qui sont sur le territoire national et qui ne sont pas encore des nationaux. Mais c'est quand même un fait inédit dans l'histoire pour le coup des migrations dont vous parlez, le fait que le solde migratoire soit plus important que le solde naturel. Non, parce que le solde migratoire avant, il était par l'expansion géographique. Ouais. Donc, toute chose égale par ailleurs, ça n'est pas nouveau. En fait, par essence... Ça n'est pas nouveau. C'est récent par rapport à l'histoire récente, mais ça n'est pas nouveau du tout, parce qu'avant, quand Vladimir Poutine gagne 3 millions d'habitants, c'est par l'annexion de la Crimée. Est-ce que c'est une amélioration de son solde migratoire ou de sa fécondité? Non, c'est une expansion démographique par l'acquisition, par les armes, d'un territoire avec des habitants à qui on n'a pas demandé grand-chose, quoi qu'on en dise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'on compare. Mais vous avez raison, il faut le dire. Aujourd'hui, et dans les années qui viennent, le flux migratoire va combler les déficiences de la fécondité nationale, y compris celle des anciennes générations d'étrangers en France. Et ceci amène à un basculement réel à venir. Sauf que la question n'est pas de savoir s'il va y avoir plus d'enfants, mais est-ce que ces enfants seront des Français à part entière ou entièrement à part ? On va continuer à parler d'immigration, d'identité. Dans un instant, on va profiter aussi de votre présence pour parler des grands chantiers sécuritaires. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire sur Sud Radio, votre rendez-vous pour regarder l'actualité judiciaire à la loupe. Un rendez-vous en partenariat avec la revue Affaires criminelles, dont nous avons la chance d'accueillir le rédacteur en chef Victor Lefebvre. Rebonjour Stéphane. Et Jade Serrano également qui œuvre dans cette revue, oui, journaliste spécialisé d'investigation. Rebonjour à tous les deux. Nous sommes en compagnie d'Alain Bauer aujourd'hui, qu'on est ravi d'accueillir, qui a sorti une somme qui s'appelle La Conquête de l'Ouest aux éditions Fayard, qui parle des migrations, de l'émigration, de cette inclinaison naturelle que l'homme a à aller voir ailleurs et de s'y enraciner. Alors, on parle des migrations, de leur histoire, de leur actualité. Il y a une question brute de décoffrage que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous faites un lien entre immigration et insécurité aujourd'hui ? Il me paraît difficile de ne pas faire de lien entre une partie de l'immigration et une partie de l'insécurité, puisqu'il y a une surreprésentation des étrangers dans la production criminelle connue. Des étrangers, pas des immigrés. Je ne parle donc que de ceux qui ont une autre nationalité. Et dans la production criminelle connue, c'est celle qui est enregistrée et déclarée. Et donc, ceci n'est pas un secret d'État. L'Observatoire national de la délinquance que je dirigeais avait produit les premiers chiffres de la relation par catégorie de crimes et délits
connu de représentation français-étranger. Et le ministère de la Justice, depuis plus d'un siècle, produit tous les ans un joli rapport annuel qui vous dit par catégorie de crimes et délits condamnés définitivement ou dans l'année la proportion de Français et d'étrangers. Et donc vous vous rendez compte qu'il y a une surreprésentation des étrangers dans la criminalité, mais pas celle qu'on croit. D'abord, ils sont surreprésentés dans la délinquance des étrangers, parce que pour être puni, il faut être étranger. Oui, pour l'essentiel. Il y a un gros être clandestin, donc c'est un biais. Donc on l'enlève. 2, il y a une surreprésentation des jeunes hommes. Car dans toutes les catégories de population, les jeunes mâles sont légèrement plus agressifs que les vieilles dames. Or, dans toute vague d'immigration, vous avez une surreprésentation démographique à nouveau massive des jeunes hommes par rapport à ceux du pays dont on vient, surtout quand ils sont en pleine crise de fécondité. Et donc, il se trouve que si nous avions autant de jeunes Gaulois que de jeunes immigrés étrangers en France, leur niveau de criminalité et de délinquance serait le même. Mais comme les premiers, les immigrés étrangers sont plus nombreux, ils sont donc aussi plus nombreux à être poursuivis, condamnés et détenus. Voilà. Donc oui, indiscutablement, tous les chiffres possibles et imaginables vous démontrent que sur une partie de la délinquance des étrangers liés au fait qu'ils sont étrangers ou sur des actes de vol avec violence ou de vol, ils sont surreprésentés. Par contre, plus on va dans la gravité criminelle, moins ils sont représentés. C'est intéressant. Voilà, mais c'est-à-dire que du coup, pardon, je voudrais juste faire le distinguo, on parle bien de délits pénaux, et donc pas de criminalité, parce que c'est deux choses totalement différentes. Je sais pas, moi la criminalité pour moi c'est ce qui est prévu et réprimé par le code pénal sous le vocable crimes et délits. Alors il y a une question moi, encore. Mais après c'est chacun son. Alors une question encore plus brute. Est-ce que vous faites le lien entre immigration et ensauvagement de la société? Non, j'ai jamais utilisé ce terme, dont je ne comprends pas bien à quoi il sert, si ce n'est à faire de l'emballage politicien. Je pense qu'il y a une augmentation massive de la violence dans la société française, quelles que soient les origines, puisque j'ai un seul indicateur fiable qui est là depuis suffisamment de temps pour considérer qu'il est qualitativement acceptable, et surtout parce que j'ai un deuxième indicateur qui me permet de le vérifier, c'est la manière dont on traite les blessés et les morts dans les hôpitaux et les morgues, c'est le taux d'homicidité, c'est-à-dire homicide et tentative d'homicide dans l'histoire nationale. Or, c'est assez simple. Pour la deuxième année consécutive, nous sommes au bord, légèrement au-dessus ou légèrement en dessous de 1000 homicides, alors qu'on était à moins de 700 en 2012, donc un retour avec une intensité et une rapidité inédite dans l'histoire nationale. C'est pas le plus haut de l'histoire, on est à 1400, mais ça a repris d'une manière impressionnante, 50% de plus. Et 2, si on rajoute les tentatives d'homicide, qui ne sont que des homicides ratés, soit par l'incompétence de l'auteur, soit par l'efficacité des services de secours, on est au plus haut niveau de ce qu'on n'a jamais enregistré depuis 1972. Donc on a un souci d'augmentation massive de la violence dans la société. Est-ce que dans ce souci, il y a une part des immigrés ? Probablement, peut-être, des étrangers sans aucun doute, et des jeunes. Il y a vraiment un sujet aujourd'hui d'augmentation de la violence chez les jeunes, y compris chez les très jeunes, avec toute une série de faits divers qui ne font pas statistique, mais qui cumulativement commencent à poser un problème, y compris dans des tentatives d'attentats. Puisque l'année dernière, à peu près la moitié des tentatives déjouées portaient sur des mineurs, y compris des 13-14 ans. Donc il y a un sujet aujourd'hui de passage à l'acte violent comme un moyen de résoudre ces problèmes, qui est une inversion du système. Donc peut-être pas ensauvagement, mais un processus de décivilisation pour faire plaisir. D'accord. Je pourrais aller sur ce terrain. D'accord. Alors, est-ce que, à ceux qui disent que la délinquance est surtout le fruit de la précarité sociale, qu'est-ce que vous leur répondez? C'est pas un petit peu daté comme élément d'explication? Parce que répondez-vous à ceux qui objectent que le pauvre des campagnes, le fils de paysan, il a rien à voir avec le sauvageon des banlieues dont parlait Jean-Pierre Chevènement? J'attends qu'il me le démontre, parce que, comme toujours, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où ça vient. Rien n'indique que ça soit exact. Par ailleurs, quand on regarde statistiquement parlant, alors est-ce que la campagne est moins criminogène ou pas par rapport non, pas du tout. Au contraire, c'était même plutôt l'inverse. C'est la ville qui a civilisé le crime, et la campagne, quand on y échappait, et qu'on n'avait été que volé ou violé, et qu'on n'était pas mort, on était content. Non, la ville, elle a été le lieu de civilisation du crime et d'amélioration du crime et de réduction massive. On était à 150 homicides pour 100 000 habitants il y a 4 siècles, on est tombé à moins de 2, donc c'est vous dire à quel point la ville a civilisé le crime et
l'urbanisation aussi. Mais en contrepartie, l'absence de contrôle social, la déstructuration de tout ce qui faisait les pairs PAIRS et les pairs PERES dans un certain nombre de familles. Le principe effectivement de relégation, ségrégation et parfois sécession qui est au cœur de l'aménagement urbain des années 70 provoque sans aucun doute un phénomène de violence qui n'est pas lié qui me semble moins lié au social qu'à l'urbanisation ou à la désurbanisation, et surtout à l'abandon de toute une série de cadres intermédiaires qui permettaient, alors je vais tous les faire dans l'ordre, le Parti communiste, l'Église, l'éducation, parce qu'à un moment donné, la suppression de tout ce qui faisait la force de la France, c'est-à-dire ses services publics, la puissance de ses services publics, et donc l'autorité du service public, sécuritaire, sanitaire, militaire, industriel, bref, ce qui faisait la souveraineté, amène aussi une déstructuration de la société, une désagrégation pour être plus précis, puisqu'il n'y a plus rien qui la tient. C'est intéressant. Alors, il y a quelques jours, Thibault de Montbrial, interrogé sur une chaîne concurrente, disait qu'il fallait, pour reprendre un peu la main sur la gestion des flux migratoires, qu'il fallait arrêter de financer les associations qui jouent contre le camp de l'État, celles qui fournissent une aide logistique et juridique à des personnes sous OQTF, par exemple, ou des clandestins. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, d'abord, je pense que les associations, comme les journaux, devraient être indépendants. Les journaux sans lecteurs ne devraient pas être subventionnés, et les associations sans membres ne devraient pas être subventionnées. C'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui vivent des financements publics. Oui, mais souvent, les associations en question ont une mission de service public qui leur a été confiée par l'État. L'État, à ce moment-là, est co-contractant. Si je vous achetais, je ne sais pas, une page de publicité pour un livre, par exemple, donc je deviens un co-contractant, vous êtes censé passer la page de publicité, je suis censé vous payer pour la page de publicité, nous avons un accord de partenaire. L'un des deux ne respecte pas ce pourquoi il est payé ou ce qu'il doit donner en contrepartie, il y a rupture du contrat. La question, c'est que l'État ne négocie pas ces contrats. Il ne sait pas ce qu'il veut. Alors, il y a des associations extrêmement utiles. Moi, je crois à l'émission, par exemple, d'associations extrêmement importantes qui agissent, y compris pour préserver des gens qui sont sur le territoire national. Maintenant, sont-ils là pour préserver les OQTF? Je pense que ça se discute, mais c'est pas la même chose que les OQTF, c'est 100 000 OQTF, donc 90 000 ne portent pas sur des délinquants ou des criminels. Il faut se rappeler qu'on fait de l'OQTF pour meubler l'absence totale de politique migratoire de l'État. L'OQTF, c'est une occupation qui ne sert à rien. Il y a 10 000 OQTF dont on pourrait très bien s'occuper en mettant effectivement tous les délinquants criminels, violeurs, connus, pseudo ou supposément ou opportunément terroristes ou menaçant l'intégrité ou les valeurs de l'État, en mobilisant toute la puissance publique sur cela, et les 90 000 autres qui ont juste oublié un rendez-vous, pas eu le bon timbre, la bonne adresse, qu'on peut... Voilà. Il y a un moment aussi, il faut qu'on s'arrête de se faire semblant. L'OQTF aujourd'hui est un passe-temps, pas une politique. C'est ça qui est intéressant en vous écoutant, c'est qu'on voit bien qu'il y a deux manières d'appréhender les problèmes. Il y a finalement le prisme idéologique qui conduit à faire des bêtises, et puis il y a le savoir, l'expertise, je dirais le fruit de recherche comme vous les avez faites sur les migrations, qui permettent d'appréhender les problèmes avec beaucoup plus de simplicité et d'efficacité surtout. C'est le moment où un peu d'orthopraxie, c'est mieux que beaucoup d'orthodoxie. Voilà. Merci Alain Bauer d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, La conquête de l'Ouest, paru chez Fayard. Merci Jade Serrano. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Bah oui, à bientôt. Je vous retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. On se retrouvera samedi, 12h, 13h, pour une nouvelle heure de l'affaire dans l'affaire. Tout de suite, c'est Alain Marty qui nous emmène sur les routes des vins de France.